Jean-Luc Mélenchon commence sa campagne et on va enfin, pour nous, la Pas du Team, pouvoir aller sur le fond, sur les programmes, sur comment qu'on va changer ce pays qui va très mal actuellement, comment va-t-on tout reconstruire après les décennies de néolibéralisme. Aujourd'hui, nous faisons Mélenchon sur un de nos sujets préférés et un des sujets sur lesquels on va le plus taffer. Et vous allez voir qu'on va vous proposer des trucs dans les prochains mois, qui est le sujet de la dette, la fameuse dette. Un gros sujet depuis des décennies, mais particulièrement au moment de l'histoire de la dette de la Grèce, etc. On va revenir dessus en détail pendant cette capsule. Jean-Luc Mélenchon a eu une prise de position assez courageuse par rapport à la moyenne des grands représentants politiques français lors de la conférence de presse face aux médias indépendants il y a quelques semaines. Et il s'est fait attaquer par Jean-Michel Apathy, chien de garde en chef du système capitaliste néolibéral, qui s'est étranglé tellement il a peur que Jean-Luc n'aille pas dans le sens qu'il souhaite et surtout peur que Jean-Luc soit président de la République dans quelques mois. Pour parler de tout ça, évidemment, j'appelle mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à imiter Jean-Michel Apathy, écouter Jean-Luc et parler de dette avec nous tous? Bah, là, c'est quand même un programme. C'est Voilà, le meilleur programme. il y a que les trucs que j'aime, quoi. Jean-Luc, forcément, Jean-Michel. Bon, voilà, c'est vraiment l'opposition, voilà, des deux là, de chien de garde, comme tu l'as dit, nouveau chien de garde, comme dirait plutôt Serge Halimi, oui. Voilà, Très bon bouquin. très bon bouquin, toujours d'actualité, hein. Et Ah, encore, de fou. Plus que jamais. Ouais, c'est ça, encore plus. Vas-y, on va avancer un peu, mais on vous parlera des nouveaux chiens de garde. Et surtout la dette là, c'est intéressant. Et je sais pas s'il l'a fait exprès, Jean-Luc, mais je pense que oui, parce qu'on va le voir dans l'extrait, tu vois. Mais il y a moyen, en fait, parce qu'en fait les paniques identitaires, islamophobes, etc., ont un fond véritable, tu vois, parce qu'il y a vraiment un suprémacisme blanc, une supériorité du centre partagée, un peu non consciente d'ailleurs par les élites, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu, voilà. Mais en fait, ils sont pas, tu vois, c'est pas le truc c'est des discussions de frères repas. Tu vois ce que je veux dire? Le truc qui les fait le plus vibrer, ça reste quand même la grosse thune. Et comment on fait pour que la grosse thune reste toujours entre les mains de la même classe? C'est quand même ça. ça leur truc le plus important pour eux. Faut pas devenir marxiste un peu mécaniste en disant le reste et blabla. Non, ça fait partie de leur dispositif pour hiérarchiser la société, rester tout en haut. C'est un double. C'est aussi important cette structure raciale que la structure économique parce que ça lui donne un pendant légitimement à sa supériorité. Mais effectivement, à un moment donné, quand tu attaques la caisse là, hop, il reste plus que ça, quoi, tu vois. Et donc l'idée de la dette là, c'est vraiment une idée ultra tranchante. Et c'est même une idée. Et là pour nous, genre, nous on a l'impression d'être des conseillers de l'ombre, voilà, c'est très peu comment c'est des spin doctors, Zoé, écoutés par la FI, parce que là vraiment c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on avait dit nous il y a plus d'un an maintenant, en disant gauchiser le programme. Là, aller dire, nous on va cramer la dette. Là, on met une rupture. Quel banger, hein. Bravo les conseillers de la FI. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Là, voilà, c'est vraiment, là, on met une rupture où on casse le cercle standard, c'est-à-dire qu'on met la pression à gauche. Là, je veux dire, typiquement, un François Hollande sera obligé d'aller chercher à droite de ça, donc rejoindre Apathy, rejoindre Édouard Philippe. Il n'a pas le choix s'il veut d'ailleurs être élu, il faut qu'il aille là-dessus. Et donc là, on fait cette fracture des deux gauches, quoi. Et cette fracture des deux gauches nécessaire, on vous l'a déjà dit, en triangulation, ça permet de faire monter Mélenchon dans les masses populaires et tout, que lui, il est la véritable alternative anti-système, et en même temps de laisser un espace pour la gauche libérale. Tu vois, il n'y a plus Macron, donc cette gauche libérale qui, de toute manière, après, sera amenée à voter pour lui s'il est au second tour. Donc il y a une espèce de jeu où il faut taper sur le centre néolibéral sans renier le racisme, hein, voilà. De toute façon, ils sont aussi racistes que les autres. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Pour que justement ces débats-là soient au cœur du truc. Et là, le RN sera désarmé. Voilà. Donc, vraiment très très bon, très très intéressant. Et le sujet, en plus, c'est un sujet de fond. C'est pas simplement de la stratégie discursive. On va le voir, on va le dire dans la capsule. Mais c'est comme ça qu'on crée la brèche avec la dette. Et ensuite, la bifurcation, et ensuite, on s'engouffre dans la brèche, et ensuite, c'est la révolution, et ensuite, Mélenchon lance la constituante, et ensuite, on élit une monarchie de droit populaire, où c'est Zoé la reine, et ensuite... Non, arrête avec ça.
Le mec, il veut que je sois chef de tout, mais j'ai pas envie, moi. Laissez-moi. Il paraît que quand on monte une organisation politique, c'est pour être chef. Voilà, donc il semblerait. Voilà. Donc, non, bref, non, en tout cas, c'est vraiment des choses très très importantes et qui reviennent sur le devant de la scène. Et c'est vraiment décisif, quoi. Donc, quand c'est décisif, ça mérite une capsule de la Pas du Team. Donc, on y va. Parfaitement. Je me permets de rajouter un truc, mon Chris, quand même, parce que sur la strate de l'AFI, en fait, tu le sais très bien, je le sais, mais je le dis pour tous les gens avec qui nous discutons tous les midis, c'est pas du tout nouveau, ce thème-là, pour Mélenchon. Hein. C'est même un truc qui est hyper important dans son positionnement politique depuis longtemps. Parce que je vous rappelle quand même la fracture de Mélenchon qui se rend compte qu'il n'y a rien à foutre au PS, que tu ne pourras pas gauchiser ce parti, etc., etc., c'est le référendum au traité constitutionnel européen de 2005. Et ensuite, il y a 2008, la crise de la dette grecque, etc. Et le parti de gauche se constitue sur cette base-là. Et je sais qu'au parti de gauche, moi à l'époque, je lisais énormément les productions intellectuelles, théoriques et tout ça. Et comme il y avait toute cette crise de la dette grecque, il y avait, vous savez, tout ce mouvement, les économistes atterrés, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans un truc où depuis les années 80, on avait un seul... Bah, Aurélie en vient, je crois. Juste, ouais, exactement. Aurélie Trouvé, par exemple. Ouais. Et on avait un seul discours économique qui était toujours le même et qui était un discours profondément néolibéral, etc., y compris les gens qui étaient censés être de gauche. Et c'est d'ailleurs la politique qui a été conduite par le PS. Retournez voir si vous l'avez déjà vu et allez voir si vous ne l'avez pas vu le bilan du Parti socialiste qu'on fait avec Nicolas Da Silva, Saïd Bouamama et Stefano Palombarini, et particulièrement les partis où Nicolas Da Silva parle, parce qu'il vous parle d'économie, de comment le PS a fait sa politique économique et comment c'était vraiment une politique économique inféodée au néolibéralisme. Et donc Mélenchon, il se construit, en tout cas dans sa deuxième vie politique, celle hors PS, il se construit vraiment sur ce thème-là, qui était un thème hyper important dans la campagne de 2012, y compris de 2017 aussi. Tu sais, il y avait encore le plan A, plan B par rapport à l'Union européenne. Et c'est un thème, je trouve, qui a été moins présent en 2022, sur la campagne de 2022. Et je pense que c'est vraiment hyper intéressant et important qu'ils reviennent sur ces thèmes-là, qu'ils, au pluriel, pas que Mélenchon, mais toute son équipe et tout. Et on voit vraiment cette volonté-là, en allant encore plus loin, parce que la situation a changé, les rapports de force internationaux ont changé, les rapports au sein de l'Europe aussi sont en train de changer. Là, on est vraiment dans une config qui est très différente de la config année 2000, année 2010. Donc, il y a vraiment un coup à jouer, il y a un truc à faire. Et le deuxième truc, c'est que moi, je trouve hyper important que des politiques de premier plan aillent parler de ces sujets. Vous allez voir dans l'extrait, mais il y a vraiment du travail d'éducation populaire, en fait, qui est fait sur ces sujets-là, parce que ça semble être de la macroéconomie, des questions monétaires. Ça semble être, ouais, en fait, si t'as pas fait bac plus 12 en économie, tu peux pas le comprendre. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est une stratégie de ces gars de faire en sorte que vous croyiez que vous n'êtes pas capable de comprendre, alors qu'en fait, la vérité, c'est que eux ne comprennent rien et font n'importe quoi. Et qu'il y a plein de gens du peuple de base, etc., qui sont capables de s'emparer de ces questions. Et ça s'est vu lors du traité constitutionnel européen. Pendant le référendum, il y a eu vraiment un mouvement d'éducation populaire et de discussion politique massive. Moi, je me souviens, chez moi, il y avait des réunions publiques qui étaient organisées pour lire le traité constitutionnel, alors que c'est des articles législatifs, etc. C'est dur, avec des gens qui n'étaient pas du tout des professionnels de la politique et tout qui participaient. Et ça, c'est des sujets qui sont des sujets éminemment politiques, extrêmement importants pour la suite, centraux dans les orientations politiques qu'on va prendre, et qui sont des sujets sur lesquels on peut vraiment aller dire aux gens, mais allez vous réemparer de la politique, allez vous réemparer des sujets, allez comprendre exactement ces choses qui déterminent littéralement votre possibilité de vivre ou de ne pas vivre dignement. Allez les comprendre, allez vous en emparer, allez proposer autre chose. Ne vous faites pas fermer la gueule par les éditocrates qui sont ceux qui disent le vrai et le faux depuis 40 ans et leur bilan est catastrophique. Nous devons tous nous éduquer les uns les autres sur ces sujets, c'est absolument central pour cette campagne. Et donc, bref, ça va être un banger. J'ai trop hâte qu'on parle de ça. On y va, donc on va se regarder un extrait de Jean-Luc, évidemment, qui nous parle de la dette. Mais juste avant, on est tombé dessus, car figurez-vous que ce que Jean-Luc a dit, et c'était le but, a évidemment beaucoup énervé les éditocrates. Et on va commencer par se lire une petite réaction de Jean-Michel Apathy. Et là, c'est pas moi qui vais lire, c'est Chris, parce que c'est Chris qui est spécialiste de Jean-Michel Apathy. Moi, je vous rappelle que je fais Emmanuel Todd, c'est ça mon rôle dans la Pas du Team. Et Maria Carolina de Bourbon de Sicile. Mais voilà. C'est là que les gens s'arrachent. Les gens l'ont en sonnerie de portable. Non, il y a des gens que ça gêne aussi. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était cringe. Je comprends, mais moi, je trouve ça drôle, donc je vais continuer. Oui. Le drôle et le cringe, c'est toujours un petit peu pas loin. Ce sera peut-être cringe quand je vais faire Jean-Michel. Alors, j'ai quand même faire Jean-Michel.
Parce que nous dit Jean-Michel Apathy, il nous dit « Oh, donc Jean-Luc Mélenchon veut devenir président de la République !» Sur un sujet aussi sensible que celui de la dette, à propos de laquelle il répétait effectivement depuis des années que le plus simple c'est de l'annuler, pas de la rembourser, il se moque des bonzes de l'officialité médiatique. Et il fait quand même des emphases comme ça, Jean-Michel, tu vois. Donc, il montre pour célébrer les nouveaux médias, devant lesquels il se pavane sans danger. Oh, c'est un véritable camouflet. Et là, il nous dit... Il pousse le bouchon, Jean-Michel, il est très colère. Hein. T'as remarqué, il est très colère. Ah oui, bah Jean-Michel, dès qu'il s'agit de toucher à la possession des capitalistes, il n'est pas bien. Ça le met en sueur, le gars. Il dit attention, Yann Barthès, on est sur un terrain glissant. Donald Trump sort de ce corps. Voilà, parce que c'est bien connu, Jean-Michel, que Donald Trump, c'est vraiment le gars qui a prévu de s'opposer au système bancaire capitaliste international et à la dette. C'est vraiment sa ligne, quoi. On connaît. Il y a quand même, c'est pas autant que Mélenchon, mais Donald Trump commence à comprendre, tu vois, parce qu'il a alors Donald Trump a un petit côté, comme il comprend rien, tu sais, il a un côté vraiment, tout ce que je veux, on peut le faire. Donc tu vois, là, par exemple, il commence à s'opposer aussi à la Fed. Tu vois, il a mis un gars de chez lui à la Fed et tout, pour éviter, justement, lui, il voudrait faire marcher la planche à billets, justement, pour... voilà, c'est vrai que là-dessus, mais c'est pour que ça soit lui qui fasse tourner le billet. Enfin bon, bref. Mais ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la dictature du prolétariat sur le système bancaire, c'est autre chose. C'est là où tu vois qu'en fait, ce système-là est en tension. Et on en parlera, mais le système néolibéral tient par ça. Tient par le crédit et le maintien des taux d'intérêt pour que le crédit rentre de l'argent. C'est fondamental, ça fait partie, là pour le coup, d'une analyse marxiste de la crise. Voilà, donc on va en reparler. Donc il continue. Mais cette sortie puérile, madame, puérile, j'ose le dire, il l'a fait à propos de la dette. Sait-il alors dit vouloir prosiller l'État, qu'avec ou sans lui, la France serait obligée, pendant de longues années, d'emprunter sur les marchés financiers. Alors non, Jean-Michel, on va t'expliquer. Mais non, en fait, non. Là, il comprend pas. Que les prêteurs, à l'écoute de notre propos légers, confus, insultants, les prêteurs, faut même pas les insulter. Hein, faut oui, c'est vraiment, mais ce niveau de déférence, Jean-Michel, s'il te plaît, retire ce prépuce coincé entre tes amis. On ne peut pas s'exprimer correctement quand on a ça dans la bouche. Risque de perdre confiance. Alors ça, c'est marrant parce que nous, avec Zoé, les banquiers, prêteurs et tout, leur faire perdre la confiance, c'est littéralement... C'est littéralement... C'est genre vraiment, si les mecs sont en confiance, moi, j'ai pas confiance. C'est pour ça, je vous ai dit, tu sais, l'an dernier, quand Bompard, il est allé au MEDEF et tout, tu sais, il a tenu, mais je comprends sa logique, mais tu vois, il a tenu un espèce de discours de « mais vous inquiétez pas, en fait, pour l'activité économique, la France Insoumise, ça va aller et tout ». Et moi, je disais « attends, mais mets-les en sueur, putain, ne les rassure pas, mets-les en sueur ». Et je pense qu'il y a peut-être, on va le voir, mais un jeu politique assez intéressant, malin. Tu vois ce que je veux dire, à l'image de la stratégie France Insoumise, qui n'est pas tout à fait la nôtre, mais qui va peut-être essayer de séparer, on va dire, le capital financier du capital productif industriel. Tu vois, ce qui n'est pas con en soi. Après, il faut bien le définir. Mais en tout cas, ça peut faire sens. Quoi. Oui, c'est le truc de trouver, notamment, qui est à fond. C'est le truc de trouver là-dessus. Ouais. C'est là où, tu vois, par exemple, on a beaucoup tapé sur ça, parce qu'elle se trompait, Aurélie, sur les classes sociales. Voilà, enfin, effectivement, que la petite bourgeoisie fait partie de la bourgeoisie au sens général. Ils ont les mêmes intérêts, ils ont les mêmes façons de reproduire leurs conditions matérielles. C'est juste des échelles qui diffèrent. Ça, c'est un vrai débat. Hein. Est-ce que la petite bourgeoisie et la bourgeoisie changent de nature ou d'échelle par rapport à la bourgeoisie ? En tant que marxiste, on sait que c'est un changement d'échelle et non pas de nature. C'est ça. Voilà. On ne peut pas rentrer en détail là tout de suite, mais allez voir les deux vidéos qu'on a fait sur la position de la FI sur les petits patrons, particulièrement la deuxième qu'on a fait avec Padu, parce que là, on réagit à un extrait d'Aurélie Trouvé à la Boétie, justement. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails ici, mais si vous voulez vraiment des détails, notamment sur cette histoire de classe sociale, etc., pourquoi un petit patron est, selon nous, plus proche d'un grand patron que d'un salarié, en termes d'intérêt de classe, etc., allez voir ça. C'est dispo sur la chaîne. Mais tu vois, depuis... Mélenchon a repris un truc un peu plus logique, c'est de dire, en fait, nous, on va créer un plan, voilà, et vous allez vous soumettre au plan, et puis ça va bien se passer. Puis si vous vous soumettez pas au plan, là, ça se passera mal. C'est déjà un peu plus, tu vois, dinguiste, quoi. Tu vois, c'est mieux que, tu vois, c'est de dire, c'est pas l'État va régler vos problèmes selon la manière dont vous les régleriez tout seul.
baisse d'impôts, diminution de cotisations, tu vois, souplesse, tu vois, c'est ce qu'il demanderait. Il va dire, on va régler vos problèmes dans la planification, donc vous allez vous soumettre à la planification ou non. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant, quoi. Alors, on continue. Vas-y. Oui, on continue, Jean-Michel Apathy. Je me permets juste un autre truc, c'est vraiment important. Je vous l'ai dit un peu en intro, mais ça va être aussi notre fil rouge. Il y a 2 choses. Il y a une première chose qui est que vous voyez que ces gens-là, comme Jean-Michel Apathy, sont vraiment dans un carcan, dans un dogme idéologique, économique, dont ils n'arrivent pas à sortir. Et je pense vraiment que le gars n'arrive pas à se dire c'est possible de faire autrement. C'est vraiment, il est trop matrixé, c'est Oui. pas possible. Et c'est un peu, je vous tease parce que je ne sais pas si ça sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, mais c'est probablement aussi la position d'un youtubeur finance qui dit qu'il va voter Mélenchon par accélérationnisme. C'est une capsule où on rentre vraiment en détail sur l'économie néolibérale aussi, mais sur un autre point de vue que ce qu'on va faire là. Et donc vraiment, ces gens n'arrivent pas à penser en dehors du cadre et donc il ne faut même pas leur demander en fait. Il faut vraiment arrêter de penser qu'on va les convaincre, etc. Il faut juste faire sans eux. La deuxième chose, c'est regarde cette rhétorique, cette sortie puérile, le fait de comparer les gens qui veulent penser en dehors du cadre au moment où le cadre est en train de s'effondrer à des enfants. Ça, c'est classico et c'est exactement ce qui s'était passé avec le fameux « We want to be with adults in the room ». Nous voulons discuter entre adultes dans la pièce, qui était ce qui avait été dit par la chef de la Commission européenne, Varoufakis, ministre de l'économie grecque, de l'époque, à l'époque où la Grèce, avec Syriza, ce parti de gauche, essayait de s'opposer à la troïka européenne pendant la crise de la dette grecque. Et donc, vous voyez, vraiment, ne vous laissez pas enfumer par ces gens. Ces gens viennent vous expliquer que vous êtes des enfants, que vous êtes des débiles, que vous êtes des machins, alors que ce sont littéralement les artisans de la catastrophe dans laquelle nous sommes. Donc vraiment, c'est pour ça, j'insiste, ayez la tête haute sur ces sujets. Nous devons nous former les uns les autres et nous devons tenir tête à ces gens pour qu'ils arrêtent de nous raconter qu'on est des gosses, qu'on est des débiles, qu'eux, ils savent mieux et tout, parce que tout ça est faux, tout ça est un immense mensonge. Et si Internet doit pouvoir servir à quelque chose, c'est notamment à ça, pouvoir contrer ces énormes mensonges qui sont dits par les médias depuis des années. Notamment, ça avait été très documenté par Acrimed, par Le Monde Diplomatique, par Serge Halimi, etc., etc. Ces fameux éditocrates qui pensent tous pareil et qui sont des gros nuls. Ce sont des gros nuls. Vous êtes capable de savoir mieux. Vraiment, ne baissez pas les yeux face à ces types qui vous traitent de gosses. Ouais, non, c'est ça. Et c'est vraiment important parce qu'en plus, pour le coup, quand le système monétaire ou bancaire fonctionne pas, est en crise, c'est littéralement ce qu'on fait à chaque fois, c'est d'annuler des dettes. C'est vraiment, c'est donc... littéralement tout le temps, hein. C'est littéralement le mécanisme qui sert. Alors peut-être ça va effrayer Jean-Michel. Je redis, la France, sortie de la Révolution française en 1795, sous le gouvernement du Directoire, on n'était pas sous le comité de salut public de Robespierre, a fait ce qu'on appelle le tiers payé. Voilà. C'est-à-dire, ils ont dit, tu sais ce que c'est le tiers payé, Zoé, tu dis à ceux qui ont la confiance, là, je vous devais 100, et je suis sympa, je vous rembourse 33. Ouais, voilà. Mais les 66, ils sont dans ta tête maintenant. Tu vois, ils sont là, ils sont au feu. Donc, c'est une stratégie révolutionnaire. Alors, il n'y a pas que des révolutionnaires qui le font. Hein. On l'a fait avec la Grèce, etc. Il y a des gens bien payés qui font ça. Ça s'appelle de la restructuration de dette. Et qui s'appelle Mathieu Pigasse. Tu vois, je veux dire, c'est des mécanismes, en fait, qui sont soit faits par des révolutionnaires. Donc, c'est important de citer le tiers payé parce que ça peut montrer que ça existe. Ça s'est fait à d'autres moments dans l'histoire. Et puis, c'est fait aussi des fois par les capitalistes eux-mêmes quand ils sont assez intelligents, ce que je pense de Mathieu Pigasse. Enfin, quoique, c'est vrai que des fois, il a dit des trucs sur 81, tu m'avais convaincu. Mais je pense sur la banque, il y connaît un petit peu mieux que sur l'histoire de la gauche. C'est aussi fait par des capitalistes qui commencent à se rendre compte que, en fait, s'ils tirent trop sur une dette qui est irremboursable parce qu'ils ont tellement détruit l'économie, ça va pas marcher. Donc, en fait, des fois, les capitalistes se rendent compte qu'il vaut mieux être remboursé de 50% que de rien du tout. Tu vois, donc ils font des restructurations de dette. Voilà. Et ça, Jean-Michel ne l'a pas compris. Non, c'est lui qui est puéril. Et pour le coup, c'est lui qui est puéril, qui croit que le système bancaire, c'est lui qui rembourse sa baraque. Tu sais, un État qui... et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ils vous font croire que le rapport des États, c'est-à-dire des gens qui garantissent par leur économie et par leur pouvoir d'État la viabilité de la monnaie, qui n'est rien d'autre qu'une convention, des gens qui vous font croire que, en fait, ce serait le même rapport d'un État à la Banque centrale que vous avec votre banquier.
Ah bah non, faudrait peut-être réduire le train de vie là, Madame Zoé, parce que là là votre crédit revolving il va pas passer, hein, tu vois. Eux ils pensent que c'est la même chose. Et d'ailleurs ils vous parlent exactement de la même manière, le pourcentage d'endettement, etc. Alors ce qui est marrant c'est que vous, personne vous le dit ça, mais vous avez le droit d'être endetté à hauteur de 35%, alors que vous êtes une personne qui peut quand même, faire défaut plus facilement, alors que soi-disant les États c'est 3%. Déjà j'ai envie de dire, mais même si on écoutait les Jean-Michel Apathy qui ne comprennent rien au système bancaire, pourquoi en fait l'État il peut pas s'endetter à 35%, Zoé, comme les particuliers, si c'est tout pareil? Qu'est-ce qu'on se fait chier à 3%? Je veux dire, il n'y a aucune personne, ni entreprise, ni investisseur qui est endetté à hauteur de 3%. Et je le rappelle, les gens les moins endettés du monde, c'est qui, Zoé? C'est les plus pauvres. C'est les gens les plus pauvres. Hein. C'est les gens qui ont 0% de dette, c'est des gens à qui on prête pas, dans qui on ne croit pas. Enfin, c'est vraiment avoir 0% de dette, c'est dans l'économie capitaliste néolibérale, bon, c'est que on vous prête pas, donc vous n'êtes pas endetté, donc vous n'investissez pas, donc vous ne vous projetez pas vers l'avenir selon les termes économiques. Donc vraiment avoir 0% de dette, c'est tuer l'économie telle qu'elle est. Voilà. Donc vraiment l'idée même que la dette serait un problème, voilà. Le problème de la dette, c'est que les gens, ils veulent bien que vous en ayez autant que vous voulez. Ils veulent juste être sûrs qu'à un moment donné, vous n'allez pas dire non, je rembourse plus. Ça, tu vas t'asseoir dessus. C'est ça qui leur fait peur, quoi. Alors, on reprend. Et alors, Zoé, vous n'avez pas l'air de bien comprendre l'économie, les communistes. Hein, plutôt que de baisser les taux d'intérêt, risquent d'augmenter. Ah ouais, ça c'est... Ok. D'ailleurs, j'en profite, hommage à Zoé, qui a versé une larmichette. Jean-Marc Sylvestre, qui aurait pu tenir ce discours, nous a laissé, nous a abandonnés. Imagine, très dur, très dur. Imaginons Jean-Marc, Zoé, devant Mélenchon qui nous dit qu'il va mettre la dette au feu. Mais c'est peut-être ça qui l'a tué, Chris. Tu rigoles, mais en fait, peut-être que ça a terminé les artères coronaires de Jean-Marc Sylvestre. Tu vois, moi, j'en sais rien. Donc, je vous rappelle, les copains, vite fait. Jean-Marc Sylvestre, c'est un gars qui a fait des chroniques d'économie sur France Inter le matin depuis les années 80 jusqu'au milieu des années 2000, voire 2010. Et c'était un turbo ultra-libéral et tout. Et je racontais que moi, vraiment, ce gars m'a rendu communiste à 8 ans, mais je vous jure, genre tellement, il disait des dingueries tous les matins. Alors je n'avais pas, quand j'étais enfant, je n'avais pas l'esprit critique, mais il se trouve que j'avais un père notamment qui était très militant sur ces sujets-là, sur ces sujets économiques particuliers, voilà, sans trop outer mon papa, voilà ce que je peux dire. Et du coup, que j'entendais tous les matins. Jean-Luc M, mais je n'en dirai pas plus. Pas du tout, non, c'est pas des rumeurs cheloues comme ça. Non, mon père est quand même beaucoup plus jeune que Jean-Luc tout de même. Mais du coup, moi, si vous voulez, c'est mon souvenir d'enfance. Tous les matins, mon père se lève et il gueule sur Jean-Marc Sylvestre en l'appelant Sylvestre. Et même, pour tout vous dire, enfant, je croyais que c'était Gros Minet et que c'était la même personne. Sylvestre, tu veux dire? C'est que, en fait, Gros Minet, c'était un gars qui faisait marrer mon père et mes frères et tout le dimanche soir sur sa cartoon. Et après, tous les matins de la semaine, il disait des gros trucs de libéraux. Et j'ai vraiment... Ma tête d'enfant, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que Jean-Marc Sylvestre est mort, paix à son âme. Je vous rappelle que Jean-Marc Sylvestre a été de gauche 2 fois dans sa vie. Une fois, quand il s'est fait virer de France Inter comme un malpropre et qu'il lui avait jamais fait de CDI. Là, il les a attaqués au prud'homme après avoir dit pendant 20 ans qu'il faut flexibiliser le marché du travail et que c'est trop dur pour les patrons de virer des gens et machin, et que les contrats précaires, c'est très bien et tout. Quand c'était pour sa gueule, il a trouvé que c'était pas ouf. Et la deuxième fois, c'était qu'il a eu un gros problème de santé. Mais justement, je crois qu'il a fait un infarctus et qu'après, il a eu une maladie nosocomiale. Il a chopé un germe multirésistant et tout. Doré, je crois. Un truc il a failli y passer plusieurs fois et il a été sauvé par le glorieux hôpital public financé par la glorieuse sécurité sociale. Et le mec est vraiment sorti en disant en vrai, c'est pas mal. En vrai, ça, c'est bien. Tout le reste, c'est nul, mais ça, c'est bien. La purée et le jambon, pas ouf, mais sinon, le reste, ça va. Mais... C'est ça. Bon, désolé, on digresse beaucoup, mais voilà, Jean-Marc, paix à son âme. Écoutez, voilà, j'espère que là-haut, il se rendra compte que le communisme, c'est le mieux, si le là-haut existe. Adieu, petit ange. Bref, bon, allez. Sur le sujet de la dette, s'il était responsable, Jean-Luc Mélenchon devrait se taire. Or, il fait l'inverse. Il provoque ceux dont il aura besoin demain. Alors, bon, faudra le prouver, ça, qu'on aura besoin d'eux, mais voilà. Oui. Mais... Oui. Ah si, pour récolter des
Ah oui, pour les champs de carottes. Mais après, Jean-Michel, moi, je sais que c'est un gars qui a, tu vois, qui a l'écologie au cœur et tout. Lui aussi, il a envie de baisser les pesticides dans les champs de carottes. D'ailleurs, il me semble qu'il a lui-même commandé sa propre gourde et son propre chapeau, ce qui est très bien. Tu vois. 2 explications, il se fait plaisir, il aime ça. Il ne construit pas, il profite de Levestone, des polémiques, des incompréhensions. Compte d'abord avant toutes ses émotions, importe surtout de montrer qui est le plus fort, le plus fort. Là, je fais Michel Galabru, on dirait, on va rire de lui, personne ne sait. Voilà, je fais bien Michel Galabru quand même. Hein. Ouais, mais on comprend plus ce que tu dis, donc essaie de pas trop le faire. Voilà, et alors là, juste, pareil, petite interlude, très rapide, mais le mec, il est là, gna gna gna, ses émotions et tout, donc il l'infantilise encore une fois, il le psychologise, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a aucun argument politique concret de pourquoi ça marche pas, etc. Et ça me rappelle vraiment, quand il y avait cette époque des crises de la dette grecque, là, vous vous souvenez qu'on nous cassait les couilles toute la journée avec la note de la France. Les marchés sont inquiets, les marchés sont pas contents, les marchés sont tristes, les marchés ont envie d'aller faire du poney. Enfin, tu vois, c'était vraiment genre, on parlait des marchés comme si c'était des putains d'enfants de 4 ans colériques, tu vois. Et après, on vient te parler, et après, c'est les autres qu'on infantilise. Mais vraiment, cette rhétorique est assez ouf. Donc, Maître Dubon d'avoir été élu, c'est ça la deuxième explication qui renforce la première. Il ne veut pas être élu, pas une seconde. Il ne parlerait d'un sujet aussi lourd. Demain ne l'intéresse pas, seul aujourd'hui compte. Bon, n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon a dit en 2022, faites mieux. À cette époque, il avait déjà tout donné. Il aurait peut-être dû s'arrêter là. Étonnant, non ? Voilà, ça c'est Jean-Michel, voilà, c'est avec son truc étonnant, non. Voilà, donc on va voir ce qu'il a dit, Jean-Luc. Le pauvre cerveau sclérosé de Jean-Michel, hein, voilà. Pardon. Hein, mais... Alors ce qu'il a dit, c'est bourgeois ça. Et là il se dit, putain, mais est-ce que ça se trouve, il y a une partie qu'on va pas me rendre, tu vois. Jean-Michel, je te le dis, droit dans les yeux, sous couvert de ma présidente, c'est possible. Oui. C'est possible, oui. Jean-Michel. Oui. Peut-être qu'on va tout te reprendre et rien te redonner. Peut-être que la rentabilité de tes placements va baisser drastiquement. Oui. C'est possible, oui. Jean-Michel. Alors après, moi j'ai dit on ne va rien te redonner. C'est faux, Jean-Michel. Il y aura la sécurité sociale. Tes petits-enfants pourront aller à l'école publique gratuite de haute qualité. Tu seras soigné, quelles que soient tes convictions, même en étant un énorme droitard ultra-libéral anti-sécu. Tu seras accueilli au glorieux et merveilleux hôpital public renouvelé grâce au communisme français qui aura fait des lieux de soins incroyables où les gens seront correctement traités, autonomisés sur leurs soins, etc. Ça va être un banger, Jean-Michel. Tu vas voir. Promis. Tu auras le droit à tout ce que le prolétariat promet en lui-même. Exactement. Est-ce que vous ne lui permettez jamais ? Donc, on va aller sur Jean-Luc, s'élever un peu, voilà. Alors Jean-Luc, je fais pas d'imitation de Jean-Luc parce que j'ai trop de respect. Pour moi, ça s'apparente à un blasphème. Donc voilà. Et en plus, je le tiens pas du tout. Donc voilà. Magnifique. 2 mois après ma conférence de presse aux médias alternatifs, donc c'est intéressant ça d'ailleurs. Les bonzes, j'adore. Les bonzes, ça c'est, tu sais que c'est. Des fois il y a des tweets, tu te dis bon, ça c'est le CM qui a écrit, puis il y a d'autres fois. Non là c'est Jean-Luc ça. Ça c'est Jean-Luc. Tiens, les bonzes c'est lui quoi. L'officialité médiatique et de la Macronie reprennent une campagne de l'extrême droite sur ses réseaux. Donc ça c'est bien. Vraiment ça c'est vraiment le Jean-Luc en campagne anti-système. Preuve 1/. Une reconnaissance par les vieux médias de l'intérêt de ces conférences de presse qu'ils ont d'abord méprisées. C'est vrai qu'ils avaient un peu le seum, les grands médias. C'est pas bien et tout. Moi, je trouve c'est pas terrible la conférence des nouveaux médias. Pas parce que l'idée est pas bonne. Moi, j'aurais préféré qu'il invite les nouveaux médias en même temps que les anciens médias. Et qu'ils disent, tu vois, ça aurait été là, et qu'ils disent à le point, c'est pas ton tour là. C'est le tour des modems. Tu vois, tu te tais. Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, tu sais, pour casser la hiérarchie. Là, ça reste, tu sais, 2 salles, 2 ambiances, quoi. Tu vois, on mélange pas les torchons et les serviettes. Tu vois, ça aurait été très marrant qu'ils fassent ça dans ce sens-là, en disant oui, mais je suis journaliste accrédité. Je suis, tu sais, alors le mec, vraiment, je suis Jean-Michel Apathy. Je suis qui ? Je suis, tu vois, je suis Duhamel. Oui, mais on s'en fout, c'est Dofla qui parle maintenant. Tu te tais et t'écoutes Dofla. Tu vois, et là, ça aurait été vraiment mieux. Tu vas poser une meilleure question que toi. C'est ça. Tu vois, ferme ta gueule. Et qu'en fait, on va se rendre compte que ce que tu disais un petit peu en intro, c'est par rapport au traité constitutionnel, que ces chaînes-là, ces canaux-là, comme en fait, ils ont pas l'étiquette, quoi. Tu vois, qu'on leur donne Sciences Po, RTL, Duhamel, je sais pas quoi, France Inter, tu vois. En fait, ils creusent les sujets, ils essayent de trouver, de chercher, de dire mais moi j'ai trouvé, j'ai lu ça, j'ai lu ce livre-là, etc. En fait, on va se rendre compte qu'ils sont mieux renseignés que les Benjamin Duhamel, les Cohen, là, les Apathy, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir mélangé les deux et pouvoir dire aux grands journalistes là qu'on voit partout, vous êtes qui ?
Alain Duhamel? Ah, connais pas. Là, c'est Dofla. Là, c'est Dofla qui parle. Donc, tu te tais. Et tu écoutes ce que dit Dofla. Et écoute bien, parce que c'est plus intéressant que la question que tu voulais poser, quoi. Tu vois. Mais de fou, parce que tu vois, sur cette compte des médias indés, pour faire vite là-dessus, après, on écoute Jean-Luc. Premier, les gars. Après, on écoute Jean-Luc. Ce qui était quand même, tu vois, moi, le dispositif au départ, je me suis dit, je sais pas si, tu vois, pour élargir la base LFI, c'est utile. Parce que, tu sais, mais nous aussi, la rediff qu'on voit, c'est une rediff, ça dure plusieurs heures. Donc c'est long, enfin, tu te dis quelqu'un qui n'est pas déjà turbo intéressé par la politique et tout, est-ce que c'est par ces canaux-là qu'il va y aller? L'intérêt, effectivement, c'est que la FI découpe des petites parties, ou d'autres d'ailleurs, découpe des petites parties qui sont intéressantes et que ça fasse débat, etc. Par contre, il y avait un net intérêt qui se voyait direct, c'est que ah putain, mais pour une fois, c'est pas les mêmes questions de cons, où t'as 40% des questions, c'est est-ce que vous êtes antisémite, est-ce que vous condamnez le Hamas? 40% des questions, c'est est-ce que vous allez vous allier à Marine Tondelier et à Fabien Roussel? Et 20% des questions, c'est est-ce que vous avez prévu de mettre le feu à la France ou de laisser tout le monde égorger des bébés dans la rue, tu vois? Et donc, effectivement, là, ça donne quand même un peu de matière plus intéressante, mais je me permets de redire la proposition qu'avait fait notre camarade Padu là-dessus, qui était une très bonne proposition, je pense, qui était de dire, si vraiment tu veux faire un truc où t'élargis la base de Mélenchon, parce que là, le but, c'est notamment d'aller chercher des abstentionnistes, les faire sortir de l'abstention par un discours de radicalité, parce que jamais un abstentionniste ne sort de l'abstention en se disant « Ouh là là, cette proposition politique est vraiment parfaitement lisse, elle ne gêne personne. Ah, mais moi qui ne votais jamais, je vais y aller maintenant. » Au contraire, tu vois, c'est des gens qui vont aller chercher de la radicalité et tout. Et je vous rappelle que l'abstention, quand vous regardez le type de classe sociale qui s'abstiennent, c'est exactement le même type qui vote Mélenchon et qui vote RN aussi. Tous les trois sont au même endroit dans le graphique. Et donc, pour aller chercher ces gens-là, Padu, il avait dit, mais en fait, il faudrait faire un tour de France de Mélenchon, mais où genre, il va dans des salles, des fêtes de village ou de quartier et tout. Tu préviens les gens 3 semaines avant, tu dis, voilà, Jean-Luc vient répondre à vos questions dans votre village. Venez poser votre question, surtout si vous n'êtes pas d'accord, tu vois. Et là, t'as des trucs de ouf. T'as genre, je vois moi dans mon village, tu fais ça. T'as Francis, 55 ans, qui arrive, tu sais, votant RN et tout, maçon, qui fait, ouais, machin, de toute façon, vous pensez que aux gens des quartiers et tout, alors que moi, ma fille, quand elle a accouché à l'hôpital, elle a été mal soignée parce que l'hôpital va pas bien, et que mon gamin, il a pas d'AVS à l'école et machin. Enfin, tu sais, des trucs que disait Lumière Laprès, tu vois, typiquement. Et là, t'as Jean-Luc qui arrive et qui fait une énorme masterclass sur l'avenir de la Nouvelle-France, comment refaire peuple et tout. Et là, ça serait trop bien. Ce serait parfait, ce serait parfait. Et en plus, tu pourras avoir, je pense aussi, justement, on verrait des nouveaux thèmes. Mais c'est là, pour moi, c'est carton plein, là, ce qui s'est passé. Et c'est justement, c'est un truc de juin. Parce que justement, comme tu dis, les nouveaux médias, là, comme il appelle ça, posent des questions en dehors des paniques standards, homogènes, et puis ça monte petit à petit. Alors, c'est marrant, parce que soi-disant, il est hyper gauchiste. Mais la chaîne de Mélenchon est tellement regardée qu'elle est regardée par des droitards. Et là, c'est monté par des droitards, repris par des macronistes et repris par les grands médias. Alors là, tu te dis, excellent, ça c'est les coups à 5 bandes de Manu Bompard. Mais là, tu te dis, bravo. Parce que là, tu te dis le truc des petits médias, le truc qu'il faut en jure, tu te dis, tu vas voir, ça va faire tac, 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 tac. C'est le gars au billard qui te dit, la blanche est là, je vais faire tac, 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 3 rebonds sur la blonde. Là, faut un peu de ma gueule quand même, c'est quand même peu de chance de marcher. Et là, bravo, ça a marché, c'est vraiment top. Et donc, du coup, là, il y a une panique sur la dette, c'est vraiment un truc pas mal. Donc, il dit, voilà, la nullité de ceux qui répètent sans savoir, je pense qu'on a montré la nullité. L'ignorance de ceux qui découvrent que c'est une idée que LFI défend depuis 10 ans. Et là, c'est super intéressant parce que justement, ça montre le fait qu'ils ne s'en soient jamais souciés. Ça montre qu'en fait, ils ont jamais vraiment pris LFI au sérieux. Oui, t'as raison. Et là, ils se disent, putain, mais ils vont arriver au pouvoir, ils vont le faire, c'est trop. C'est ça, tu vois. C'est-à-dire qu'une idée radicale, si t'es un parti révolutionnaire trotte, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que l'idée en elle-même n'est pas portée par une masse capable de l'appliquer. Une idée de merde conservatrice portée par un parti de masse, on s'en fout parce que tu dis ça ne va rien changer, même s'ils arrivent au pouvoir. C'est là où on voit que la force insoumise est une force sociale décisive. C'est qu'elle est capable de porter des idées radicales au pouvoir. Voilà, c'est ça qui déstabilise le champ politique. Donc c'est pour ça aussi que nous, on les voit comme un bélier, quoi, capable d'ouvrir des brèches, quoi. Et donc voilà, donc là, il commence à... Et vraiment, il faut que ce soit sur ce sujet-là. Il faut vraiment que d'abord la gauche s'étripe sur ce sujet-là au premier tour. Ce sera toujours mieux que de parler des immigrés, des machins, tu vois. Et là, il y a vraiment une façon d'alternative. Parce que là, tu peux dire à Jean-Luc Mélenchon, dire, bah voilà, vous voyez où il est le système ? Le système, devant moi, là, dans une réunion de premier tour, 15, 16 candidats, comme nous on a dit. Vous voyez où il est le système ? Il est devant vous, là.
ils sont tous en train de discuter de savoir comment on va faire en sorte de continuer de payer des banquiers. Et nous, on va faire différemment. Voilà. Alors, il aurait suffi d'un mot provoquant pour agiter le sérail, mettre la dette au feu. J'adore. Mais cette fois-ci, la sécurité civile, idéologique, médiatique. Ça, c'est Jean-Luc, ça. Oui. Ça, c'est la sécurité civile, idéologique, médiatique. C'est signé, quoi, comme on dit, quoi. Ne manque pas de moyens. Donc, let's go, Jean-Luc, à toi de jouer. 2, la dette n'est pas le problème qui est posé. 3, la gestion politique du budget de la nation n'empêche pas du tout d'avoir des politiques redistributives, même si l'Union européenne venait à refuser l'annulation d'une partie de la dette. Donc là, il y a la stratégie qui est intéressante. On voit que Mélenchon nous dit la dette n'est pas le problème. Nous, on va dire c'est même la solution. Nous, on va plutôt dire c'est pas un problème, on va plutôt dire même c'est la solution. Parce que c'est indispensable. Par contre, la question c'est qui détient la dette, comment on la génère, sous quel contrôle elle est. Donc on a parlé de ça, il y a la MMT, il y a des discussions autour de ça, l'annulation de la dette. Donc la MMT, c'est Modern Monetary Theory, théorie moderne sur la monnaie. On en parle dans 3 vidéos de grandes conférences de 2 heures sur la MMT, sur la chaîne YouTube de Position Revue, Position au pluriel -revue. La qualité son et image n'est pas dingue, mais le fond... vieux, hein. Ouais, c'est vieux, mais le fond est incroyable et vraiment, là, on va pas pouvoir rentrer dans tous les détails pour vous expliquer ça, mais en gros, c'est une manière de réutiliser la création monétaire pour financer ce dont on a besoin et je laisse Chris. Et surtout, on discute avec des économistes sénégalais, justement, qui voient ça comme une possibilité révolutionnaire de reprendre leur souveraineté contre le franc CFA et contre l'impérialisme. Donc, allez voir ces discussions-là, c'est très important et très intéressant. Il y a d'autres débats, hein. Il y a même des débats, je pense, avec des gens aussi qu'on aime bien, à la Brèche, etc. Mais sur est-ce que ça fonctionne ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dette est centrale et la reprise de ça est absolument centrale. Là, Mélenchon nous dit c'est pas le problème, on va essayer de la faire annuler par la BCE, on va le voir. Puis de toute façon, même s'ils veulent pas, on peut quand même faire nos propres budgets. Donc là, il reste dans ce que moi je trouve insuffisant, la désobéissance aux traités. Je pense que ça va pas suffire. À un moment donné, il va falloir sortir des traités. Voilà, on va continuer sur la vidéo, mais il va falloir sortir d'une autre structure fondamentale si on veut que la dette ne soit pas un problème. Je termine juste en vous précisant ce point. Quelle partie de la dette ? Déjà celle qu'elle a. Pour commencer, ça serait un bon début. La Banque Centrale Européenne a racheté inconditionnellement, parce qu'elle n'arrivait à rien autrement, a racheté inconditionnellement des titres de dette détenus par les banques privées et qui étaient des titres de dette des nations. On lui propose de continuer à prêter directement aux nations plutôt que de transiter par les banques privées et de geler à taux zéro la dette. Alors, rappel important, et ça, vraiment, tous les copains, quand on vous dit ces questions-là, ça a l'air hyper compliqué et tout, ça ne l'est pas tant que ça. Et en vrai, tout le monde peut comprendre ça, et tout le monde peut comprendre à quel point on se fait baiser de fou dans cette histoire. Depuis les années 70, la création monétaire, elle se fait d'une manière où il y a une banque centrale. Donc, vous voyez, il y a des gens, leur boulot, c'est d'imprimer des billets. Donc, ils impriment des billets. Avant, c'était à la demande de l'État. Par exemple, en France, vous avez le franc. Vous dites à votre banque centrale, bonjour, voilà, j'ai besoin de 50 millions de francs. La banque centrale les imprime, on les récupère et puis on les injecte dans l'économie. Depuis les années 70, il y a une loi qui est passée qui dit que non, maintenant, la banque centrale ne peut plus prêter directement à l'État. Et donc, elle prête à une banque privée qui ensuite va prêter à l'État en lui appliquant un taux d'intérêt. Donc, c'est-à-dire que vous avez bien capté que là, en fait, on se fait racketter par des banques privées juste pour créer de la monnaie, que nous créons nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est même pas la banque privée qui l'a créée. Donc, banque centrale prête à banque privée sans taux d'intérêt et banque privée prête à État avec taux d'intérêt. Et la banque privée se fait un pognon de ouf sur juste les taux d'intérêt de la dette. Je vous redis ça tout le temps, mais c'est un argument massu et facile à comprendre. Si vous cumulez le prix de tous les taux d'intérêt qu'on a payés depuis 50 piges, depuis que ces règles existent, c'est le montant de la dette française. C'est-à-dire que ce qu'on doit à nos créanciers privés, c'est l'argent qu'ils nous ont volé pour juste pouvoir créer de la monnaie qui est le truc de base. Donc vraiment, ayez ça en tête, parce que là, vous comprenez à quel point quand Apathy vient vous dire « oui, mais quand même, il ne faut pas les insulter et il ne faut pas les effrayer, et si jamais ils pensent qu'on ne va pas les rembourser, ils ne voudront plus nous prêter. » Mais en fait, le but, c'est que ça ne soit pas eux qui nous prêtent. Donc on s'en bat les couilles, en fait. Non, mais... Vraiment, quoi. Tu as bien expliqué. En plus, si tu veux, tu as ce double effet. L'accumulation en fait des années 70 de ces dettes-là et des intérêts vient aussi d'un double facteur. C'est qu'en plus, dans cette double logique néolibérale, c'est-à-dire de garantir en fait les taux d'intérêt,
et de baisser l'inflation. En fait, c'était pour faire ça en fait que le privé a fait ça. C'est pas un complot ou quoi que ce soit. Ce qu'ils se sont dit, mais en fait, le problème du Fordisme, du bloc Fordiste, c'est que les États imprimaient leur monnaie en fonction des besoins de production, ça créait de l'inflation monétaire, mais comme il y avait un rapport salarial favorable, il y avait une indexation des salaires sur l'inflation, donc en fait tout le monde vivait bien, sauf une partie des gens, les banquiers, à qui on disait... Oui, donc tu dis, Chris, c'est pas un complot, parce que c'est pas une toute petite partie, c'est ça. Mais c'est une manière de préserver le capitalisme, en fait. Exactement. C'est vraiment des mécanismes de préservation et de perpétuation de l'ordre capitaliste. Exactement, c'est qu'ils se sont dit, en fait, tant qu'on sera dans un système où il y a le circuit du trésor, alors, vous pouvez, si vous voulez vraiment vous renseigner sur ce qu'a dit Zoé de manière très précise, il y a les livres de Benjamin Lemoine là-dessus qui sont intéressants. D'ailleurs, je crois qu'il travaille avec le programme pour Jean-Luc Benjamin. Il faudrait qu'on l'invite sur NVP, Benjamin. Ça pourrait de fou. Pourrait être pas mal. Il pourrait vous expliquer ça. Mais donc, t'as ça, et puis en plus, t'as le côté que comme en plus le néolibéralisme a commencé à peut-être délocaliser, désindustrialiser pour faire de l'échange inégal, en plus, si tu veux, tu creusais l'état des recettes et des dépenses, et donc tu commençais à moins avoir de recettes parce que tu as déplacé le capital en périphérie pour pouvoir que les privés continuent de faire de l'exploitation de la plus-value en exploitant la périphérie. Et donc, tu avais un double truc, moins de recettes pour l'État, et en plus, l'écart entre les recettes et tout, comme l'a dit Zoé, il va falloir le compenser avec une banque privée qui va vous mettre des taux d'intérêt de fou. C'est comme si on dit, en fait, vous pouviez imprimer votre propre monnaie pour pouvoir vivre dans un équilibre, un circuit spécial, vous pouvez pas faire n'importe quoi, etc. Mais demain, on vous dit, bon, on va réduire ton salaire, en plus de la monnaie que tu peux t'imprimer, et en plus, la monnaie, il va falloir que tu l'empruntes à une banque privée à 6%. Bon, vous voyez bien que si vos dépenses n'abaissent pas, vous allez, voilà. Et donc, on creuse. On est en train de vous niquer, en fait, voilà. clairement. Donc, donc, le néolibéralisme a détruit les forces de production et les rentrées d'argent de l'État. Et ensuite, là, obligé à compenser par de l'emprunt privé. Et donc, ça crée ce cycle de pressurisation sur l'État. Il faut surtout pouvoir rembourser. Et donc, les mécanismes, Banque Centrale Européenne, allemands, voilà. Et puis, à la fin, on arrive, ce que Zoé a parlé des lois des années 70, sont aujourd'hui dans la Constitution européenne, en disant, voilà, il ne peut pas y avoir de circuit du trésor possible. Il n'y a aucune autonomie des banques, il faut passer par la Banque centrale et donc par l'adjudication, comme on dit, le fait d'emprunter sur des marchés privés. Ça, c'est vraiment une forteresse structurelle de l'économie néolibérale. Donc, il va falloir pas simplement désobéir, il va falloir abattre la citadelle néolibérale. Voilà, ça ne va pas suffire de désobéir, parce qu'en plus, le fait de désobéir, ça lui laisse le contrôle du reste de la zone européenne et ça lui permet d'avoir une attaque de change contre nous. Parce que je rappelle qu'il y a un siège dans la citadelle européenne de l'euro, c'est l'Allemagne. Nous, on nous a dit, vous allez transformer, tout le monde les Français ça, vous allez transformer vos francs en euros, vous allez voir, il faut faire la conversion, si tu te rappelles de ça, Zoé, 6.55.7, vous prenez la moitié et tout. Les Allemands, c'était facile, c'était un marque avant, maintenant c'est 1 euro. Vous allez voir, et c'est très bien. Donc tout ce mécanisme-là fait qu'aujourd'hui, donc, le centre impérialiste tient par la surexploitation du Sud, il fait de la plus-value et de la marge là-dessus, et le mécanisme de crédit au centre. Voilà, il fait du capital fictif au centre et de l'exploitation, de l'extorsion de la plus-value au Sud. Et puis en plus, avec l'échange inégal, il exploite même la circulation, et il en prend partout, etc. Donc tout ça est un mécanisme cohérent. Et c'est ça qu'il faut abattre quand on abat la dette. Petit rappel important, on a parlé de la révolution qui a fini par faire le tiers payé. Juste avant, tu savais comment les bourgeois dits révolutionnaires, là, les gens du Marais, les feuillants, etc., appelaient la dette la sauvegarde des fortunes. Et ça, c'était un truc très important, c'est que les Necker, les Turgot, etc., ont ruiné le pays en faisant emprunter le royaume de France envers les bourgeois, et fallait, ce qu'ils voulaient surtout pas, c'était annuler la dette, parce que c'était un moyen d'avoir des rentes tous les ans d'assignats, ou tu vois ce que je veux dire. Alors l'assignat, c'était pour les pauvres, parce que ça valait rien, mais eux, ils avaient des vraies rentes, et il y avait même une loi, donc il y a eu les lois, le Chapelier, etc., il y avait même une loi qui, à un moment donné, dit le budget doit prioriser les intérêts des bourgeois avant le reste des dépenses de l'État. Ce qui est aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, il faut prioriser le remboursement des intérêts avant tout le reste. Donc en fait, la dette, son mécanisme, c'est 3%, etc. C'est pas pour éviter la banqueroute. C'est justement pour permettre la pompe à fric des banques privées sur la dette
que le néolibéralisme crée, car il privatise tout, il accumule tout à ses frais. Donc vraiment, là, c'est vraiment un mécanisme absolument fondamental. Et c'est là où je trouve Mélenchon, il excite les mecs, mais là, pour le coup, il va pas assez loin, parce qu'on va le voir ensuite, mais là, il dit, même s'ils sont pas d'accord, on va faire quand même. Ça ne marchera pas. Et deuxième effet qui se coule de ce truc de merde là que vient vous expliquer Chris, c'est que ensuite, du coup, nous, dans notre situation actuelle aujourd'hui, que la dette soit détenue par les marchés, vous savez, les fameux marchés qui se comportent comme des enfants de 4 ans et qui font des grosses colères quand ils sont pas contents, etc., détermine du coup, donc il y a des notations avec des agences de notation. Tout ça est parfaitement démocratique. Vous savez qu'il y a des gens, c'est des dictatures, puis il y a des gens, c'est des démocraties. Nous, on est dans le camp des gentils de la démocratie. Mais on est inféodé à des gens qui sont des agences de notation, c'est des énormes riches qui ont fait des études de riches et tout, et qui ont un intérêt en général personnel eux-mêmes à ça, parce que eux-mêmes ont des actions, eux-mêmes vivent de rente capitaliste, etc. Et ils mettent des notations au pays. Plus vous avez une bonne note, vous vous souvenez AAA, etc., et dégrader la note, c'est très grave et tout. Plus vous avez une bonne note, plus vos taux d'intérêt sont bas. Et là où c'est une baisse absolue, en termes de pression démocratique, littéralement, en termes de déni de démocratie et de souveraineté des peuples, etc., c'est que cette notation permet d'appuyer et de demander des politiques néolibérales. C'est-à-dire qu'ils vont dire, attention, il faut être sérieux. Et pour être sérieux, ça veut dire qu'il faut niquer ses services publics, qu'il faut libéraliser les transports, qu'il faut libéraliser l'énergie, etc., etc. Et si vous ne le faites pas, alors on a peur que votre économie aille mal. Donc on dégrade votre note, donc vous payez plus de taux d'intérêt, donc vous êtes surendetté, et donc votre économie va mal. C'est un truc autoréalisateur. Donc vous voyez à quel point c'est la baisse, ce truc. C'est-à-dire que, non mais c'est un truc de fou, mais tout le monde doit être au courant en France et partout dans le monde, et conscient de ça. C'est un tel instrument de domination. Et là, on vous parlait là de la situation française, mais imaginez ce que c'est pour les pays de la périphérie impérialiste. Imaginez comment le franc CFA est utilisé dans ces contextes. C'est une dinguerie. La monnaie, la création monétaire est une problématique centrale pour nous à gauche si on veut sortir de cette merde. Et donc, il faut que tout le monde ait bien compris ça, tous ensemble là, les copains, et qu'on aille le marteler. Mais ça, il faut l'expliquer à nos collègues, à notre famille, à nos potes, aux gens quand vous êtes à la boulangerie. Bon, bref, les saoulez pas trop, soyez cool. Quand vous parlez de politique avec les gens, soyez normaux, sinon c'est bizarre. Mais voilà, quand vous êtes, je sais pas, à votre fête de quartier et tout, et que ça commence à parler politique, il faut parler de ça. Quand les gens vous disent ah là là, mais est-ce que mais ça va creuser la dette, etc. Enfin, vraiment, il faut vous dire, mais là, tu t'es fait pisser dans le cerveau par Jean-Michel Apathy. Camarade, réveille-toi, vraiment. On te ment et on t'a servi. La dette est littéralement, depuis le néolibéralisme, la source principale du pouvoir, parce que tu l'as dit, à la fin, ça donne le pouvoir de dire baissez vos dépenses, donc vos services publics et tout. Du pouvoir d'accumuler des deux manières, reprendre le contrôle de services publics par le privé et faire de l'argent avec les intérêts. C'est ça qu'il faut casser, quoi. Bon, pardon pour ceux qui sont pas branchés super économie, c'est pas votre cas, mais bon... Et ça consiste à prendre des titres de dette et vous les mettez au frigo. Vous pouvez les mettre à la cave, vous pouvez les mettre pendus au plafond. Ça n'a aucune espèce d'importance, cet argent n'existe pas. C'est exactement ça. C'est vraiment... Cet argent est créé ex nihilo. C'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. Ce sont des lignes d'écriture. Et tout ça vraiment, ne vous faites pas baiser. C'est pas votre voisin qui vous a payé 500 balles parce que votre machine à laver vous a lâché et que vous aviez besoin d'aide, et que lui il s'est dit vas-y, j'ai pas trop de thunes mais j'ai un peu de thunes de côté, je vais lui prêter 500 balles pour qu'il puisse remplacer sa machine à laver, sinon c'est l'enfer avec les gosses et tout. Et que si vous lui rendez pas ces 500 balles, votre voisin, c'est 500 balles avec lesquelles il va pas pouvoir payer sa facture d'électricité, avec laquelle il va pas pouvoir payer son essence, payer les vacances de ses mômes si ses mômes ont la chance de pouvoir partir de temps en temps en vacances. On n'est pas dans cette situation là, vraiment. C'est un argent qui n'existe pas, qui vient d'être créé pour ça. Et qui est ensuite remboursé par une activité. Donc c'est littéralement le fait de transformer une activité humaine ensuite en argent. C'est pas transformer de l'argent en une activité humaine. Le prêt bancaire, c'est l'inverse. Je vais juste mettre une balle là, j'ai pas le choix. Mais allez voir la capsule qu'on a fait sur ce trotskiste là d'Instagram qui a littéralement répandu sur Insta en short la doxa de Jean-Michel Apathy, comme quoi les banques, ce serait de l'argent accumulé, thésaurisé, qu'on prête pour pouvoir... Mais vraiment, mais vous voyez, et ce type-là, on l'a vu depuis les réactions, parce que nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, il n'est pas à Lutte ouvrière. On a eu tous les comptes Lutte ouvrière sur notre dos. Il y a Nathalie Arthaud, qui est prof d'économie, qui RT ce gars.
Je suis désolé, mais on en rigole quand on dit la CIA, dénoncez-vous qui est allé en douce droguer à leur insu tous les militants de l'ouvrière, scier leur cerveau, mettre de l'urine dedans et refermer de manière à ce que personne ne le voit. Qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est un délire. Pour le coup, on a des oppositions avec les trottes et tout, putain, mais d'habitude là-dessus, on est quand même d'accord, quoi. Enfin, sur le système bancaire et tout ça, mais c'est une dinguerie. C'est même pas qu'on est d'accord ou pas, c'est que normalement ça devrait même pas être un sujet. Mais c'est la base. Mais oui, tu vois, c'est la base de notre compréhension à nous, communisme, des mécanismes du capitalisme et tout. C'est de la folie. Hein. Ça, c'est le moment un peu compliqué. Il s'agit de comprendre qu'une dette n'existe pas quand vous vous la devez à vous-même. Si moi-même, je me fais un titre de dette de 1000 balles... Moi, je me fais souvent ça dans Excel. Je me dis, tac, hop, je me mets 3 millions, hop, je les annule. Bah, ça marche pareil. Je trouverai personne pour me le payer, puisque moi, je ne suis pas d'accord pour le payer. Mais je suis d'accord pour avoir le titre de dette. Ben, c'est un peu ce qui arriverait à la Banque centrale si elle avait des titres de dette et qu'elle devrait demander à des États de les payer, alors que où se trouvent les 18% de titres de dette, si vous voulez savoir. Juste, c'est intéressant ce que dit là, le transfert État-dette, parce qu'on a loupé un truc, mais l'annulation de la dette, comme on dit, il l'a dit tout à l'heure un petit peu vite fait, Jean-Luc, et puis t'en avais parlé un peu, Zoé, mais c'est ce qui a été fait pendant la crise des subprimes et la crise grecque. Oui. Hein. Oui. On a dit aux gens, vous êtes une banque privée, on annule, on transfère le titre de dette à l'État. Parce que lui, il s'est payé, vous voyez. Puis comme ça, on va pouvoir lui enlever un peu de service public, Zoé, on va pouvoir monter. Exactement, parce qu'en fait, encore une fois, parce que là, on va faire croire que les restructurateurs de dette, c'est pas des énormes qu'ils sont. En fait, ça a été fait. En vrai, ça dépend du point de vue, en vrai. C'est ça qui est fou. C'est que c'est des gens... En fait, comment dire ? Ça, c'est vraiment un sujet, parce que pour Pigasse, on pourrait y revenir. C'est que c'est des gens mais qui Pigasse vont pense qu'il a fait du bien, alléger la dette pour pouvoir qu'elle continue d'être prélevée. Exactement. Parce que sinon, ce serait une situation presque révolutionnaire qui se créerait. Et en demandant quelle contrepartie, Chris ? Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, annuler des titres de dette, c'est possible. La preuve, ils le font. Par contre, ils le font en disant « Ok, on fait ça. Par contre, tu vas libéraliser tes services publics, tu vas libéraliser ta santé, tu vas libéraliser l'énergie, tu vas nous donner la possibilité à nous d'implanter des capitaux chez toi pour pouvoir aller faire de la thune. » C'est ça qui se passe. Donc en fait, on pourrait faire exactement la même chose, annuler des titres de dette, mais évidemment sans une contrepartie qui est d'asseoir et d'aggraver encore plus la mainmise du capitalisme néolibéral sur le système, quoi. D'ailleurs, ils ont fait un mécanisme, là, les gens qui disent que Milei, ça marche bien chez lui. Ils ont littéralement annulé la dette avec un mécanisme simple. Ils ont transféré via le FMI des montagnes de dollars en Argentine, si bien qu'en fait la dette ne vaut plus rien, parce qu'en fait ils l'ont annulé par ce mécanisme-là, mais le peso argentin ne vaut plus rien. C'est une monnaie qui vaut zéro maintenant. Et donc le dollar américain est en train de remplacer le peso là-bas comme monnaie, on va dire, qui vaut quelque chose sur lesquels on peut adosser de la valeur. Et vraiment... Les gens qui vantent Milei, les libertariens, vous n'êtes pas sérieux. Ils sont dans les caisses de la Banque centrale de chaque pays. Donc, les 18% sont dans la Banque de France. Donc, il suffit d'y aller, de les prendre et les foutre au feu, il n'y en a plus. Et personne ne s'apercevra jamais que ça a disparu. Bon, je caricature un peu à peine, mais c'est pour donner de la matière première au Monde et à d'autres journaux. Pour ça a marché. Trop Banger, fort. Jean-Luc, le roi du rage baitin. Il dit ça, bam. Tu te dis qu'est-ce qu'il raconte, et hop, 2 mois après, hop, c'est vraiment le patron. Prendre à moi, parce que les pauvres, sinon ça devient difficile, tellement je suis devenu prudent. Donc, vous avez raison de dire qu'on pourrait penser que si nous avions commis l'erreur de suspendre à l'accord de l'Europe, de faire notre politique de redistribution, on connaît la réponse. Alors là, c'est là où c'est la fin. Donc, il a raison, il faut rentrer dans ce combat, il faut pousser la BCE. Sauf que là, Mélenchon, il oublie un truc, c'est que, oui, si demain tu t'assois sur la dette, effectivement, tu vas dégagner un peu d'argent, Zoé, tu ne vas plus rembourser les intérêts. Déjà ça, c'est à peu près 40, 50 milliards, ça mange pas de pain. Mais tu es toujours déficitaire à cause du néolibéralisme. Tu es toujours moins de recettes que voilà. Donc il va falloir trouver des nouvelles recettes. Soit on va vers un truc de normie, tu vois ce que je veux dire, taxe Zuckman. Taxe Zuckman, taxe de riches, voilà. Ce qui veut dire qu'on compte quand même sur l'assiette des riches, ça veut dire qu'il faut quand même... Donc ça veut dire que ça ne nous pose pas de problème qu'ils fassent énormément de thunes, alors qu'en fait le fond du problème c'est qu'ils aient une grosse assiette, c'est pas qu'on n'en récupère pas une petite partie. Quoi. Parce qu'à un moment donné, pour que si vous les prélevez, eux ils vont compenser ailleurs, ça va être un mécanisme... Et à un moment il va y avoir un droitard, 5 ans plus tard, qui va revenir au pouvoir et qui va faire tout l'inverse, parce que la structure même du système n'aura pas été attaquée.
Ou alors vous lisez le programme de la Brèche, qui n'est pas encore sorti. Voilà, sur la monnaie, il va falloir, à un moment donné, aller un peu plus loin qu'annuler des dettes. Il va falloir faire ce que Zoé a dit, le retour au mécanisme. Alors, il y a déjà ça un peu dans le programme, c'est pas très clair, le programme de Jean-Luc Mélenchon. Après, on n'a pas la nouvelle version encore. Ouais, le retour du circuit du trésor, ça c'est Benjamin Lemoyne, il est très là-dessus, etc. C'est-à-dire de réimprimer de la monnaie. Et là, par contre, je vous le dis, non seulement faire annuler des dettes par la BCE, c'est très dur. Mais il y a des Piketty, il y a des Zuckman, il y a plein d'économistes qui quand même sont pas des communistes enragés comme Mrs Zoé là, qui sont d'accord avec ça et donc ça pourrait se faire. Mais alors reprendre le pouvoir d'émettre de la monnaie de manière nationale, là je vous le dis, ça va être un autre sujet. Et en plus, la monnaie nationale, va falloir l'émettre avec un taux qui s'apprécie au niveau de l'économie du pays. Parce qu'on oublie d'un truc, c'est que l'euro asphyxie littéralement les économies qui ne sont pas adéquates à l'économie allemande. Qui ne sont pas allemandes. Hein, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, l'Anschluss a été fait par l'euro. Oui, de fou. Tu vois, vraiment, donc... Et ça a tué l'économie française, en plus des capitalistes français qui ont littéralement détruit l'économie dans leurs propres intérêts bancaires, enfin capitalistes. La France, c'est pas un pays attaqué. Les plus gros capitalistes mondiaux sont en France. Donc tout ça, ils y trouvent leur compte et ils trouvent leur compte à l'euro. Vous voyez, il n'y a pas de lutte de la bourgeoisie française contre l'euro. Sinon, Jean-Michel Apathy dirait quoi ? Jean-Luc Mélenchon ne veut pas annuler la dette. Il ne veut pas revenir au franc. Mais c'est un communiste. Tu vois, vraiment, si vraiment la bourgeoisie française s'opposait à l'euro, ce serait ça, quoi. Et donc on a ce mécanisme-là, et là, il va falloir, rentrer dans la tête de l'euro qui asphyxie, je le rappelle, l'économie française, comme une économie mondiale, etc. Alors, imaginez comment ça pèse sur la Grèce, sur les pays des Balkans, sur l'Espagne, sur le Portugal, sur même les petits pays baltiques, scandinaves. Vraiment, c'est une monnaie d'une force néolibérale hallucinante qui ne profite qu'à l'Allemagne et qui ne profite qu'à l'Allemagne. Et aux bourgeoisies des pays. Voilà, et aux bourgeoisies alignées sur l'Allemagne et sur le centre impérialiste américain et tout. Et vraiment, ça, aujourd'hui, je pense que ça manque. La désobéissance ne suffit pas. Il faut trouver un plan pour dire, OK, comment on retrouve le pouvoir bancaire. Ça suffira pas, mais ce pouvoir bancaire-là permettra de faire ce qu'on a dit, de reprendre le contrôle de la souveraineté monétaire et ensuite de pouvoir refaire partir des forces productives pour rééquilibrer, tu vois, les dépenses et les rentrées. Voyez ? Parce qu'il va falloir plus de cotisations, il va falloir mettre un terme au chômage, etc. Mais revenir à une logique où, justement, il y a une forme de dynamique productive, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, et que cette dynamique, elle soit en faveur du développement, du fait qu'il y ait plus d'équipements, qu'il y ait plus de gratuité, etc. Ce qui est vraiment le néolibéralisme. En prenant en compte les problématiques que jamais le capitalisme ne pourra prendre en compte, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la nécessité de modifier la manière dont on produit pour rendre les choses soutenables sur le long terme et pour les générations futures, etc. Tout ça, le capitalisme dans son fonctionnement, on est intrinsèquement incapable. Exactement. Donc ce pouvoir bancaire, parce que d'ailleurs tous les systèmes révolutionnaires font, ils reprennent le pouvoir sur la banque, il n'y a pas de révolution socialiste sans capacité d'émettre. Ce pouvoir-là, Mélenchon va devoir le reprendre, en plus d'annuler les dettes, parce que c'est une condition, si vous annulez seulement les dettes et que vous continuez de vouloir de l'euro, payer en euros et être agencé avec l'euro, à la fin vous aurez un déficit, vous ne pourrez quand même pas payer vos fonctionnaires ou payer votre protection sociale. C'est ça le fond du sujet. Donc il va falloir reprendre la valeur, faire en sorte que la valeur ne soit plus captée par les capitalistes, et ça c'est pas un impôt, il va falloir la prendre à la source, il va falloir empêcher le capital d'accumuler. C'est ce qu'on peut faire avec la cotisation générale, universelle sur la valeur et non plus simplement sur le travail. Voilà. Ouais, ça on vous en avait parlé vite fait, on va redévelopper là-dessus, mais en gros l'idée c'est, vous savez, on vous avait parlé des cotisations, les fameuses cotisations individuelles qui déjà a créé des structures mentales de droitard chez les gens. Ah ben oui, mais la différence entre mon brut et mon net, moi j'ai cotisé pour moi, pour mon chômage, pour ma sécu. Ça permet pas aux gens de se dire, en fait, quand on met de l'argent en commun, c'est l'argent collectif. C'est pas chacun met de côté pour lui-même, en fait. C'est la collectivité, chacun selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Et là, en fait, quand on redéveloppera, mais quand Chris vous parle de cotisation collective, ça serait de désindividualiser la cotisation et de la faire vraiment sur la création de valeur. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un système
d'empêcher la plus-value à sa source. Et ensuite, de l'autre côté, quand on a besoin, ça permet l'équilibre et les transferts, la solidarité, c'est-à-dire on prend de la valeur collective pour pouvoir financer des services publics gratuits, etc. Et quand on veut s'orienter vers l'avenir, investir, il faut justement avoir des mécanismes d'orientation vers de l'investissement, voilà. Il faut un pouvoir bancaire qui ne soit pas dans l'intérêt, simplement des taux d'intérêt des banques privées et simplement de faire de l'accumulation. Ça doit servir à faire des investissements, du développement et tout. C'est très important aussi parce que ça fait partie d'une stratégie, c'est annulons les dettes mais allons au bout. Pourquoi ne pas annuler les dettes des gens aussi ? Parce que, et nous, on parle aussi de ça, cette annulation de dettes, c'est un troisième grand point dont on vous parlera, c'est l'annulation des dettes et les crédits à 0%, parce qu'il l'a dit Mélenchon là-dessus, sur un des patrimoines qui touche le plus et sur lesquels les banques sont le plus assises, c'est le patrimoine immobilier. Voilà, c'est de faire en sorte de rendre l'exploitation de la propriété immobilière par les banques et par le privé, par la spéculation, de rendre ce parc-là accessible, sans taux d'intérêt, et donc stable, en dehors de la spéculation, et donc en dehors des bulles et des crises immobilières. Allez voir, on a fait un short là-dessus sur ce qui se passe en Chine. Les Chinois ont fait ça. Ils ont fait effondrer la valeur de l'immobilier. C'est exactement les mécanismes qu'ils font faire. Je veux dire, un mécanisme communiste demain, il vous dit, votre maison vaut 2 fois moins. Vous voyez, ça va se passer. Ouais. On va faire effondrer la valeur parce que c'est aujourd'hui un outil de spéculation. Par contre, votre emprunt que vous payiez avant 1 000 € par mois, maintenant c'est 150 € par mois. Vous voyez, c'est le mécanisme en fait. Donc vous voyez, vraiment il faut désaccumuler le capital et pour ça, il faut détruire de la dette, ça on est d'accord, reprendre le pouvoir bancaire et empêcher l'accumulation du capital, sinon vous allez recréer le cycle. Mais c'est bien, ça avance et en tout cas, ces discussions-là et ces débats-là et ces buzz-là permettent de faire ce genre de choses. Go la FI, c'est très bien de parler de ce genre de sujet, quoi. Ouais, carrément. Et ça, c'est vraiment... putain, la campagne va être trop bien. On va parler de trop de trucs trop bien. Bref. Et là, donc, juste pour vous expliquer un peu, et là, c'est des trucs de la fin. Et donc, je vais revenir un peu sur notre asso La Brèche, parce que vous avez vu là, on vous a développé, esquissé un peu la ligne qui nous semble la plus importante. Et ça me permet de redire un petit peu ce qu'on fait, nous, à La Brèche, dans l'asso qu'on a. Parce que la majorité des gens nous connaissent sous forme de médias Internet, et c'est une grosse partie de notre activité. Mais on a toujours dit, nous, qu'il y avait d'autres choses qu'on avait envie de faire. Par exemple, à partir de l'an dernier, on avait commencé à mettre en place des choses qu'on voulait faire depuis longtemps, mais des outils militants. C'est-à-dire mettre à disposition des choses qui peuvent servir aux militants sur le terrain pour militer au quotidien, pour convaincre, pour s'organiser, etc. Qu'on avait commencé, vous vous souvenez, pendant le mouvement social, là, c'était il y a 1 an. On avait lancé un générateur de visuels pour que les gens puissent créer eux-mêmes leurs slogans. On fournissait des affiches à disposition. On a fait des campagnes, la campagne Plus Jamais PS, la campagne anti-impérialiste, pour essayer d'aller imposer des thèmes dans le débat public. Dans les outils militants, on vous a parlé du Pollbuster qui va arriver bientôt, qui sera un outil de débunker de sondage. Il y a eu plein de questions là-dessus dans la capsule où on vous parle de ça. Notamment, est-ce que ça pourrait être adapté pour d'autres pays que la France, etc. Et là, j'ai envie de dire, mes camarades, tout ça, c'est du travail collectif. Le but de ces outils, c'est qu'ils soient améliorés. Et si ces outils peuvent servir à nos camarades belges, nos camarades vietnamiens, nos camarades kenyans, etc., mais évidemment, nous, et que ces camarades-là ont même des propositions, des suggestions d'amélioration à faire et tout, let's go, quoi, tous les jours. Donc, on prend toute suggestion et toute aide. Et un des trucs aussi, là, qui va être dans un 3e temps, c'est que là, donc, vous avez vu, on a l'activité média, propagande, éducation populaire, l'activité outils militants au service de chacun. Et là, nous, on veut vraiment faire une activité de production théorique, d'actualisation des idées marxistes. Et donc, c'est quoi que pourrait être le projet communiste en France au XXIe siècle ? Il y a plein de gens qui bossent là-dessus. Nous, on a envie de faire notre proposition au même titre que d'autres la font et de discuter autour de ça. Et donc, il y a tout un travail de mise en place de nos bases et de nos lignes et tout. Ça, c'est un travail qui est déjà fait depuis un petit moment et on est en train de le fignoler pour pouvoir le préparer. Et on va lancer tout un travail de groupe sur ce programme qu'on a envie de proposer. Parce que nous, le but, vous vous doutez bien que nous, La Brèche, on n'est pas un parti au sens où on va pas présenter des gens aux élections et tout, c'est pas ça notre but, quoi. Nous, notre but, c'est d'être un peu ce truc de think tank, propagande, etc. C'est là où notre place est la plus adaptée à notre échelle, etc. Et donc, c'est ça qu'on...
plein d'assauts de ce type-là qui font avancer des idées dans la société, tu vois, le réseau salariat, le Shift Project de Jean Covici, tu vois, typiquement, c'est ça aussi. Eux, ils arrivent avec une ligne particulière sur la transition énergétique et tout. Ils vont dans les médias, ils vont au contact des organisations politiques. Il y en a certaines qui reprennent leurs choses et pas d'autres et tout. Il y a du débat autour de ça. Alors eux, ils sont sur un truc très sectoriel. Nous, comme on est des communistes, on pense que tout est un tout. Et donc, on ne peut pas parler de santé si on ne parle pas de monnaie, par exemple. Vous avez vu là le lien entre les deux. On ne peut pas parler d'antiracisme si on ne parle pas de logement. Enfin, voilà, toutes ces choses-là sont liées. Et donc voilà, là, il y a ce travail de production théorique et dans tous les gens qui nous ont déjà rejoints à la brèche, il y a des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel sujet, etc. Et donc, on va travailler sur ce programme, l'affiner, l'implémenter et ensuite, on va avoir un gros travail justement de diffuser ce programme dans la population, chez les travailleurs, dans les syndicats, pouvoir en discuter avec des assos, des syndicats, des orgas et tout pour se confronter, pour voir sur quoi on se rejoint, sur quoi on s'éloigne, avoir des débats de ligne. Bref, c'est comme ça qu'on fait avancer des trucs politiquement. Nous, on pense, et donc à notre humble échelle, on a envie de participer à ça. Et je réponds à ça parce qu'il y a plein de gens qui se posent souvent la question de ce qu'on veut faire, nous, avec la brèche. Ben voilà, ce qu'on veut faire avec la brèche, nous, c'est ça. C'est proposer ces choses-là, continuer notre travail de médias et de propagande, parce qu'il y a plein de gens qui sont hyper contents et qui rentrent dans des sujets politiques grâce à ça et tout. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va ouvrir les adhésions plus largement. Si vous avez envie de nous aider à participer, à faire de la formation militante, parce que ça, c'est un truc qu'on va proposer aussi, à affiner, améliorer, travailler sur un programme communiste, une actualisation du programme communiste, participer à des campagnes comme on fait Plus jamais PS, la campagne anti-impérialiste, le film sur Cuba, etc., pour aller imposer des thèmes et créer de la discussion militante autour. Participer à l'élaboration et à l'amélioration des outils militants qu'on propose, le graphique, le pollbuster, les campagnes d'affichage, etc. Et plein d'autres potentiellement. Là, vous savez, on a des projets qui sont en cours à la brèche. Il y a des gens, je vous spoil, mais qui taffent sur un jeu. Voilà, un jeu de cartes qui permet de s'amuser et de vulgariser les idées communistes. Bref, vous voyez, des idées comme ça, il y en a plein. On a la chance d'être rejoints par plein de gens qui sont super cool et qui ont envie de faire plein de trucs et qu'on salue très très fort tout le monde, tous ceux qui taffent et tout. Merci beaucoup. Et donc, on ouvrira les adhésions plus largement à l'automne, probablement dans 2 mois environ, 2 mois et demi, je dirais, quand on sera bien structuré justement pour pouvoir vous accueillir, vous, si vous faites partie des gens qui ont envie de participer à ce truc-là. Et c'est aussi pour ça que nous, on a des relations qui sont très cool avec plein d'orgas. On a plein de camarades avec l'AFI avec qui on discute très souvent et tout. Et nous, justement, on est preneurs de faire ça, c'est-à-dire de faire ce travail, d'essayer de tirer un peu sur la gauche, de dire ah ben là on est d'accord, là on n'est pas d'accord, et ça crée du débat. Et ça fait qu'il y a des gens qui, au contraire, vont se renforcer dans l'idée qu'ils sont pas d'accord avec notre ligne. Et c'est ok, tu vois, c'est à nous d'être meilleurs en argumentation. Ou l'inverse, etc. Et c'est comme ça qu'on crée de l'émulation politique et de la transformation. Donc voilà un petit peu ce qu'est la brèche, ce qu'on essaye d'en faire pour en faire un outil qui soit le plus efficace possible pour abattre ce putain de capitalisme de merde et mettre à la place la reconstruction et l'abondance communiste dont le monde a besoin actuellement, on en est persuadé. C'est ça qui nous anime, vous le savez très bien. Et donc voilà, bientôt, si ça vous anime aussi, vous pourrez nous rejoindre et participer à ce truc-là. Au même titre que, et on vous le dit tout le temps, mais rejoignez des orgas autres. Hein. Nous, tous quasiment à la brèche, on est dans d'autres orgas à côté, parce que c'est aussi le sens qu'a notre asso, c'est d'être un truc qui soit un peu transpartisan et tout ça. Alors transpartisan, tranquille, hein, il n'y a personne au Parti Socialiste à la brèche, évidemment. Mais, et donc vraiment, mais si vous avez envie de faire des choses, allez dans des collectifs, dans des assos, dans des syndicats, dans des partis. C'est le moment de changer des choses, d'avoir des discussions politiques et de pousser des lignes, de s'organiser politiquement pour peser. Donc voilà, sur ce les amis, il me reste à vous rappeler très rapidement que si vous voulez soutenir tout le travail que fait la brèche, et là je viens de vous l'énumérer, déjà vous pouvez aller aux diffusions militantes de notre film et participer à la discussion politique qu'il y a autour. Il y a une 60aine de dates en tout et il y en a plein d'autres qui vont se rajouter là bientôt. Donc allez-y. Il y a une date de diffusion à Paris où Chris et moi on sera. Pour l'instant, je vous donne pas exactement la date parce qu'elle n'est pas validée, mais elle va être validée. Donc voilà, pour vous donner un petit indice, ça sera probablement juste avant l'UMA où nous serons aussi, Chris et moi. Et pareil, on a des invitations par des orgas et tout ça où on va faire des interventions. Donc on vous dira ça aussi, des orgas qui sont des copains, évidemment. Parce qu'on a de la chance, on a plein de copains, on est contents. Donc voilà, allez voir toutes les diffusions du film. Et pour ceux du Poitou, on se retrouve le 27 août au soir à la ferme de Barra à Coulombiers dans la Vienne, à partir de 19h et film à 20h45. Vous pouvez écrire à Position Revue pour proposer vos chroniques de l'exploitation, particulièrement si vous êtes soignant. C'est pas moi, Position Revue. Je le oui, précise. non,
précise parce que je suis encore vu comme ça. Non, ça fait longtemps que c'est plus moi. Voilà, c'est ça, c'est la team Position Revue, team incroyable à qui on fait des gros bisous parce qu'en plus je rends mes articles en retard et ils en peuvent plus. Vous pouvez aller lire cette revue, bien sûr, qui est la meilleure revue marxiste du game. Nous n'avons pas peur de le dire. Vous pouvez aller voir toutes nos autres chaînes, notamment la chaîne On ne veut plus avec cette team de ouf qui travaille trop bien et qui là va relancer. Et vraiment, cette rentrée sur On ne veut plus va être dingue. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils préparent. Vous pouvez évidemment, pour soutenir l'asso dans tout ce qu'elle fait, nous soutenir sur notre Tipeee. C'est ce qui nous aide le plus à nous financer. C'est ce qui est le plus sûr plutôt que les dollars de la YouTube Money, bien qu'on les prend. Hein, vous savez, nous, tout ce qui permet de faire des trucs derrière, on prend. On prend directement du pétrole iranien maintenant. On a arrêté Exactement. Avec le dollar. Exactement. Et sur ce, bref, c'était très long les copains, mais il ne me reste qu'à vous dire à plus tout le monde. Salut. Salut les gens.